Je pense qu'on va pouvoir commencer avec à peine de retard, mais on va être très efficace et hyper clair avec Laurie. Donc on présente donc un atelier sur le financement de l'innovation dans le numérique, donc dans le numérique en santé évidemment, vu qu'on est à Made in Tech. Donc je vais présenter ça. Donc moi je suis Aymeric Perchamp, je travaille à la délégation numérique en santé, ministère de la Santé et de la Prévention. Je suis également le coordinateur de la stratégie d'accélération santé numérique. Et j'ai l'honneur d'être avec Laurie Sophiati de la CNAM. Tu veux te présenter? C'est bon. Laurie Sophiati, chef du département de télésanté et innovation numérique de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc on va avoir, je crois que c'est à peu près 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions. On va essayer de laisser quand même une large part aux questions. Je vais vous présenter la stratégie d'accélération santé numérique et essentiellement du financement de l'innovation au final. Après, Laurie va pouvoir présenter les prises en charge dérogatoires et les prises en charge de droit commun. Et puis les règles communes de facturation à l'assurance maladie. Donc pour commencer sur la stratégie d'accélération santé numérique, vous le savez peut-être, hein, c'est un programme qui est interministériel et qui s'inscrit dans un continuum d'action en santé numérique et dans le financement de l'innovation. Au-dessus, vous avez les lignes qui sont liées à la feuille de route, notamment du numérique en santé. Hein, la première feuille de route qui a couvert 2018-2023, une deuxième feuille de route plus récente 2023-2027 qui a été publiée l'été dernier, le Ségur du numérique, le programme Paris Santé Campus, et en dessous deux programmes de financement de l'innovation de France 2030 que sont la SA Santé numérique et également le plan dispositifs médicaux qui est arrivé après mais sur lequel on a des actions en commun et donc qu'on cite systématiquement. Traditionnellement, on présente la stratégie d'accélération avec un pas de tir de fusée pour signifier le décollage de la santé numérique avec 5 étages différents. Un premier étage qui est lié à la formation, un deuxième sur la recherche, un troisième sur les projets structurants et la maturation de l'écosystème, un quatrième sur l'expérimentation et un cinquième sur le déploiement, la réussite et les modèles économiques et notamment la prise en charge anticipée qui sera présentée par Laurie ensuite. Donc c'est un programme qui a été fait en interministériel avec le ministère de la Recherche, le ministère de l'Industrie et le ministère en charge de la Santé. C'est un programme France 2030, donc c'est sous le pilotage du SGPI et de l'Agence de l'innovation en santé. On a, et c'est vraiment quelque chose qui est emblématique de ce qu'on fait, fait énormément de consultations, de tours de France, de l'écosystème, pour la feuille de route, pour les actions également qu'on va réaliser. Donc il y a eu donc, des journées nationales qui ont eu lieu à Lyon en 2022. Alors on le fait tous les ans, c'est juste que la dernière a eu lieu en décembre au lieu d'avoir lieu en novembre. Mais à Paris, au beffroi de Montrouge, où on a eu plus de 500 participants. Et on a également de nombreux guichets, dont le guichet Genius, dont je reparlerai derrière. Donc sur le premier étage, pour vous donner les éléments, ce n'est pas directement du financement de l'innovation, mais implicitement, c'est un travail pour former l'ensemble des professionnels de santé au numérique en santé. Donc c'est implicitement préparer les futurs clients de ces innovations pour adopter les nouvelles technologies numériques en santé avec un objectif d'avoir 130 000 apprenants par an sur l'ensemble des formations médicales et paramédicales et sociales via un financement de nouvelles formations ou de modules de formation sur le numérique en santé. On a également des formations qui ont été créées, notamment sur les ingénieurs, les juristes et les chargés d'affaires réglementaires qui sont des métiers en tension, particulièrement le dernier avec un durcissement du cadre réglementaire au niveau européen. Sur le deuxième étage, et là on commence à être beaucoup plus dans le cœur du sujet sur le financement de l'innovation, on a un programme majeur de recherche qui s'appelle donc un PEPR, Programme Équipement Prioritaire de Recherche. C'est du financement à destination des organismes nationaux de recherche. Celui-là est donc copiloté par l'INSERM et l'INRIA. Et il doit couvrir des enjeux, notamment sur tout ce qui va être jumeaux numériques, analyse multi-échelle, IA, les données de santé, et pour travailler sur des technologies de rupture d'ici 5 à 10 ans. Bien sûr,
Il y a des choses qui, c'est un départ lancé, ce PEPR. Il y a déjà des programmes qui existaient et qui peuvent donner lieu déjà à des transferts vers l'industrie en continuité, et notamment via un consortium dont l'objet est de financer ce qui s'appelle des programmes de maturation, c'est-à-dire comment retravailler les technologies pour qu'elles soient transférables vers des startups à la création ou vers de l'industrie. Donc pour l'instant, on a 17 projets soutenus, on a à peu près 30 millions d'euros en fait d'injectés dans le PEPR santé numérique. Il y a un travail, c'est pas écrit là, c'est pas encore complètement public, mais d'accélération de ce PEPR pour créer un nouvel appel à projet qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, et notamment sur lequel on attend de voir des coopérations publiques-privées dans le cadre de la recherche, même si la partie privée ne sera pas forcément financée dans cette enveloppe-là. Enfin, la deuxième partie qui est sur la maturation de projets structurants. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, où on essaye de travailler plus sur certains écosystèmes ou certains enjeux particuliers de l'innovation en santé numérique. Ça a été le point de départ de la stratégie via un AMI santé numérique qui est déjà un petit peu ancien. On a évidemment des appels à projets génériques qui sont opérés par BPI, qui sont Innov et IDEMO. Au-delà de ça, on a un appel à projet qui est, donc là c'est un petit peu tard pour faire des annonces, que la clôture c'est le 26 mars, un appel à projet sur l'imagerie médicale qui vise à soutenir une filière française qui est assez particulière, qui est très, à la fois très riche mais très clairsemée et très peu coordonnée, mais qui a un potentiel assez incroyable. Et on verra, si on n'arrive pas à dépenser tout l'argent qui est prévu dessus, il y aura sans doute une suite, peut-être une quatrième vague, c'est pas encore décidé. Également, il y a eu un appel à projet important pour financer les entrepôts de données de santé. Ça aussi, implicitement, financer et travailler sur l'innovation en santé, c'est également permettre à tout le monde d'accéder à des données de santé. Et là, c'est un appel à projet qui était un mix entre du France 2030 et de l'argent de l'assurance maladie. Bon, on ne l'a pas volé à l'assurance maladie, c'est des crédits utilisés pour la recherche, et qui vont financer des entrepôts de données de santé hospitaliers. On a également un entrepôt de santé de données de ville, qui est le projet P4DP, qui a été financé dans le cadre de l'AMI santé numérique. On a 16 lauréats et on favorise la coordination de ces acteurs pour accélérer l'accès aux données, la mise en qualité des données, la contractualisation, le coût d'accès. Tout ça en préfigurant ce que sera l'espace européen de données de santé à terme, et qui est coordonné par la plateforme de données de santé, plus connue sous le nom de Health Data Hub, HDH, mais on n'est plus censé dire HDH sans citer la plateforme de données de santé qui est le nom officiel. Donc il y a également un accompagnement en lien avec la plateforme de données de santé sur l'accompagnement de projets de recherche via Fresh, qui est un portail de données, des métadonnées qu'il y a dans des essais cliniques, ou le projet France Cohorte qui vise à accompagner les grandes cohortes françaises. Et il y a également un appel à projet qui est fait avec la plateforme de données de santé, qui est un appel à projet de Data Challenge pour aller faire émerger des solutions, les meilleures solutions sur certaines problématiques poussées par les syndicats professionnels de médecins. Donc il y a à la fois beaucoup d'outils de financement là-dessus, mais à chaque fois qu'on met en place un outil de financement, on travaille sur une coordination particulière des différents lauréats de façon à faire émerger des principes communs. C'est particulièrement le cas sur évidemment les entrepôts de données de santé. Mais c'est également vrai sur ce quatrième étage, qui est un étage, on va dire, d'expérimentation sur l'innovation, sur lequel on a 3 guichets. Alors, je ne vais pas vous les donner dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués là, mais plus dans un ordre opérationnel. Il y a un guichet qui est intéressant, qui est le guichet de diagnostic réglementaire, opéré par BPI France, qui vise à accompagner les entreprises dans leur démarche réglementaire, sur 3 volets différents. Le premier volet, les démarches qualité, qui sont indispensables, donc via une norme qui est connue. Désolé de citer des noms de normes, je sais que c'est toujours très ennuyeux, mais c'est l'ISO 13485, que la plupart d'entre vous connaissent peut-être. Il y a un deuxième volet sur la constitution des dossiers techniques qui permet
en fait, d'aller chercher une certification CE, un marquage CE, auprès d'un organisme notifié. Donc le dossier technique, c'est le gros dossier qu'on amène à cet organisme qui va venir derrière vous auditer pour donner un certificat CE. Et le troisième volet, c'est la conception de protocoles d'investigation clinique ou médico-économique, typiquement post-marquage CE, pour aller vers un remboursement ou défendre son dossier face à un achat hospitalier ou face à une centrale d'achat. Ces trois volets-là permettent aux entreprises de financer en fait le temps d'un expert qui va venir vous accompagner. Comme on l'a vu au départ, les compétences réglementaires, c'est des compétences qui sont relativement rares. On a répertorié des gens qui sont compétents dans le domaine et qui peuvent venir travailler avec vous et leur coût sera financé à 50%. À 50%. Deuxième point, peut-être les tiers-lieux d'expérimentation. Les tiers-lieux d'expérimentation, on a un objectif de créer 30 lieux d'ici 2025. Il y en a déjà 25 qui ont été lauréats. Il y a une troisième vague qui va bientôt sortir. Des tiers-lieux, en fait, c'est un établissement de santé qui va accueillir des projets pour concevoir des solutions numériques. Alors, il y a des DM, mais pas uniquement les DM. Et ces solutions numériques, elles vont être co-conçues au plus près des soignants, des utilisateurs, des cadres administratifs s'il y a besoin, mais également au plus près des acheteurs pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes d'achat. Et en gros, c'est des opérations portes ouvertes permanentes de ces établissements de santé qui vont venir vous accompagner dans la conception. Donc là-dessus, pour l'instant, on finance des tiers-lieux, mais également des premières expérimentations, et ce, à différents stades de maturité. C'est-à-dire qu'on peut être en sortie de recherche, pendant la recherche, donc vraiment à des stades de maturité relativement faibles, mais également post-marquage CE, pour aller travailler sur quelles sont les courbes d'adoption, quels sont les éléments qui manquent, qui ne sont peut-être pas dans une certification CE d'un DM, mais qui sont indispensables. C'est-à-dire quel est le niveau de formation qu'il faut donner, comment on arrive, qui il faut convaincre pour l'adoption, quels sont les liens qu'il faut avoir avec les patients. Tous ces éléments-là, vous pouvez aller les expérimenter dans ces tiers-lieux. Et également, on a un appel à projet sur lequel on a pas mal d'argent, qui est l'évaluation donc du bénéfice médical et ou économique des DM numériques ou à base d'IA, qui a été un peu transformé. Maintenant, on accepte également tous les DM à usage collectif, pas forcément des DM numériques. Justement, c'est un des points sur lesquels on a collaboré avec le plan DM. Ce qui est également le cas du guichet diagnostic réglementaire. On prend tous les DM. Ça a commencé avec les DM numériques, mais on l'a étendu à l'ensemble des DM après. En tout cas, cet appel à projet vise à créer des études qui soient beaucoup plus massives et beaucoup plus importantes, de façon à avoir des données conclusives quand on va arriver pour un dossier de remboursement notamment, ou des demandes d'achat hospitalier. Le monde des DM aujourd'hui, il est compliqué, c'est un domaine qui est compliqué parce que la plupart des fabricants sont contraints ou font plein de petites études, souvent beaucoup trop guidées ou commandées par des médecins, des key opinion leaders qui n'en font un peu qu'à leur tête parfois, il faut le dire, et qui tordent un peu le bras des entreprises. Et là, ce guichet, il vise à un peu rétablir un équilibre. C'est-à-dire, ce qu'on cherche, c'est des études qui sont plus massives, qui sont pertinentes, qui sont conclusives, scientifiques, et sur lesquelles, quand vous allez la présenter à la HAS sur les dossiers de remboursement, la HAS ne va pas vous dire « c'est non conclusif, je ne la prends pas », ils vont vous dire « c'est une belle étude, c'est merveilleux, les conclusions sont claires, je peux les récupérer derrière dans mon dossier d'évaluation ». Tout petit peu caricatural, et je vous prie de m'en excuser, mais vraiment l'idée c'est ça. Et là-dessus, on a réussi à doubler typiquement le nombre de patients qu'on a dans les études. Le coût moyen des études aussi est fait x2, et c'est pas juste l'effet d'aubaine de l'investigation, c'est vraiment structurellement la taille d'étude qui est nécessaire pour pouvoir aboutir à une étude qui est conclusive. Cet appel à projet, il est fait en 2 temps. Il y a un temps où vous proposez un synopsis. Il est débattu par des experts qui vous donnent des retours extrêmement précis de façon à ce que vous puissiez améliorer le synopsis, ce qui permet en général d'avoir des études de meilleure qualité. Enfin, l'étage 5, et je ne vais pas parler de Pécan pour pas faire de spoiler sur la présentation de Laurie, mais je vais peut-être plus insister sur le guichet Genius, dont vous avez un petit QR code et puis l'adresse qui est un peu le guichet de la stratégie sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des informations que je vous ai données là.
qui sont expliquées aussi bien sur les guichets de financement. Il y a un moteur de recherche de financement. Il y a tout un tas de choses qui sont extrêmement intéressantes et c'est un guichet donc, qui est interministériel sur lequel on a les agences sanitaires également qui relisent le contenu et qui est quelque chose d'extrêmement fiable. Je crois que niveau timing, j'ai à peu près mon temps. Et je vais passer les dernières slides. Peut-être juste celle-là en dernier. Hein, ça vous donne un panorama global de toutes les actions qu'on a qui permettent de financer l'innovation depuis la recherche initiale jusqu'à l'accès au remboursement. Je vais passer la parole à Laurie. Merci, j'ai récupéré la... donc comme vous l'avez compris, hein, il y a vraiment un soutien à l'innovation très structurant de la part de l'État via cette stratégie. Je crois que de mémoire sur l'enveloppe globale, on est quelque chose à un peu plus de 900 millions, Émeric. Donc c'est un signal très fort qui est envoyé. 708. 708, ah oui, c'est parce que c'était avec les DM que j'avais confondu. Donc dans tous les cas, 708 millions, c'est énorme en termes d'investissement public, c'est énorme en termes de soutien à l'innovation, donc c'est un signal très fort. Vous le voyez, il y a beaucoup de guichets qui existent pour vos solutions. Et donc évidemment, la suite logique, c'est que vous avez compris, tous ces guichets, ils sont là pour vous amener ensuite à du remboursement. Donc soit du remboursement qu'on dit dérogatoire. Il est dérogatoire parce qu'en fait, il intervient en amont des remboursements de droit commun. Et ces modalités de remboursement existent précisément pour faciliter la mise à disposition des innovations auprès des patients et évidemment à accélérer la maturité aussi des modèles économiques. Donc, il existe aujourd'hui 2 grosses prises en charge dérogatoires, deux grands canaux. Le premier, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est très important, c'est le forfait innovation du côté de la HAS. Celui-là, il est vraiment, ça peut être vraiment un accélérateur pour vos projets parce qu'en fait, il intervient en amont du marquage CE. Et donc, vous le voyez, dans le cadre de la stratégie, vous êtes accompagné pour obtenir votre marquage CE. Celui-là, il se situe en amont et c'est très important parce que vous le verrez, que ce soit pour les accès dérogatoires ou les accès de droit commun, il faut avoir le marquage CE. Donc la première étape, entre guillemets, de votre parcours dans la recherche de financement, soit accélérée, entre guillemets, soit de droit commun, c'est sans doute cette étape-là du forfait innovation auprès de la HAS. Donc là, je ne vais peut-être pas redétailler la slide. Je vois que vous prenez des photos. De toute façon, la présentation sera également disponible en ligne. Et ensuite, donc, vous avez la prise en charge anticipée numérique. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça date de juillet dernier. C'est une prise en charge donc, dérogatoire qui a été poussée dans le cadre de la stratégie d'accélération, avec cette idée qui est de dire qu'en fait, il fallait pouvoir disposer pour les entreprises d'un financement, entre guillemets, d'un entre-deux avant le droit commun, sur la base de premières études cliniques. Et donc, ce financement, il est d'1 an non renouvelable et il permet justement d'avoir le temps de finaliser vos études cliniques dans la perspective d'une demande de remboursement de droit commun. Donc là aussi, le prérequis, c'est évidemment le marquage CE. Vous avez une instruction parallèle entre l'ANS, puisqu'il y a évidemment le certificat ANS à destination des dispositifs médicaux numériques qu'il faut avoir obtenu pour obtenir un remboursement, y compris dérogatoire. Et ensuite, l'avis de la CNEDIMS. Donc la CNEDIMS, c'est la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux. Et en fait, cette commission, c'est elle qui véritablement va se pencher sur les premières études cliniques que vous allez pouvoir apporter et dont une partie aura été financée donc, dans le cadre de la stratégie. Et donc ensuite, il y a évidemment publication des arrêtés avec votre inscription à la liste des prestations et produits remboursés si votre dispositif est un dispositif médical numérique à visée thérapeutique et à la liste des activités de télésurveillance médicale si votre dispositif est un dispositif de télésurveillance. Donc là, voilà, c'est vraiment pour rappeler ce qu'est la PECAN. Donc c'est vraiment tout nouveau. Il faut vraiment vous en saisir de ce guichet. Il a vraiment été fait pour les industriels, pour vous permettre ensuite, après, d'avoir, entre guillemets, un cheminement vers le droit commun qui soit plus confortable pour vous en termes de financement. Et donc, il y a évidemment une condition supplémentaire dans cette PECAN qui est, si vous êtes un DTX, donc je vais le dire maintenant en raccourci, donc à visée thérapeutique, vous avez 6 mois pour déposer une demande de remboursement dans le droit commun. Et donc là, c'est pour une inscription à la liste des prestations et produits remboursés.
Et c'est 6 mois, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez, peut-être que vous connaissez déjà, mais vous allez passer devant le CEPS, qui est le comité d'évaluation des produits de santé. Et en fait, c'est avec ce comité que vous allez négocier les tarifs. En revanche, si vous avez un dispositif médical numérique de télésurveillance, là, vous disposez de 9 mois pour déposer votre dossier de demande de financement de droit commun, puisque les forfaits sont réglementaires. Donc, il n'y a pas besoin de négocier avec le CEPS. Là, je vous ai juste remis, mais c'est pour info, et c'est pareil, vous pouvez le prendre en photo ou vous le retrouvez dans la vidéo, ce que va vous demander dans les grandes lignes l'ANS en termes de conformité à son certificat. Donc, il y a un guichet dédié spécifique auprès de l'ANS. Vous pouvez vous inscrire aussi sur la plateforme Convergence. Et là, vraiment, vous êtes guidé en fonction des spécificités de votre DM. Vous allez avoir des critères qui vont s'appliquer ou non. Donc voilà, là, vous avez un parcours guidé qui doit vous amener vers la certification. Et également, côté CNEDIMS, donc je le rappelle, vraiment, ces 2 évaluations, elles sont concomitantes pour faire perdre de temps à personne. Donc là, vous avez les critères d'éligibilité devant la CNEDIMS. Donc il faut évidemment une présomption d'innovation. Et ensuite, il faut voilà, le début d'études cliniques. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais pour information quand même, sachez que la HAS a ouvert elle aussi un guichet qu'elle a appelé de manière générique le guichet numérique, qui sert aussi à rencontrer les entrepreneurs, aussi pour les aider à bien calibrer les études. L'idée, c'est pas que vous arriviez devant la HAS avec une étude dont vous n'êtes pas certaine qu'elle va complètement correspondre au protocole d'évaluation qu'attendait la HAS. Donc, n'hésitez pas à solliciter la HAS pour leur dire, ben voilà, moi, c'est ça l'indication dans laquelle je compte demander le remboursement, c'est ça que j'ai prévu comme population cible, est-ce que vous trouvez que les deux sont cohérents? C'est vraiment important que vous sollicitiez cet accompagnement de la HAS, parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, il y a beaucoup, voilà, il y a quand même beaucoup de financements assez structurants qui sont mis sur la table. Il y a des accès au remboursement qui existent, et on voit malheureusement trop souvent des entrepreneurs qui arrivent devant la HAS et qui, comme le disait Émeric, ont des protocoles d'évaluation, ont des essais cliniques, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que la HAS attend. Donc là, il faut vraiment que vous puissiez mettre en regard à la fois le guichet aide réglementaire dans le cadre de la stratégie, et également cette aide qui vous sera apportée par la HAS. Donc les solutions de télésurveillance, elles sont forfaitaires et elles sont fixées par voie de règlement, par arrêté tarifaire. Et les solutions pour les thérapies digitales, donc les DTX, l'arrêté tarifaire va être bientôt publié. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter Légifrance, mais on vous mettra évidemment sur le site de Genius quand ce sera sorti. Donc, une fois que vous avez fait votre prise en charge anticipée numérique, évidemment, vous vous dirigez vers la prise en charge de droit commun. Et donc là, comme on l'a dit, vous avez 2 options. Soit vous êtes un dispositif médical numérique à visée thérapeutique et donc vous allez pouvoir demander votre inscription à la LPPR. Soit vous demandez une inscription à la LATM si vous êtes un dispositif médical de télésurveillance. Et donc voilà, et donc au bout des 1 an, soit vous basculez sur une prise en charge du droit commun, soit la prise en charge anticipée s'arrête. Et cas échéant, si vous voulez redemander une prise en charge au titre du droit commun, vous ne pourrez pas solliciter de nouveau la PECAM parce qu'elle dure uniquement sur 1 année et elle est non renouvelable. En revanche, vous avez le temps ou vous avez l'opportunité de créer, enfin voilà, de chercher d'autres études ou de renforcer votre étude pour pouvoir ensuite redemander le droit commun. Ce que je veux dire, et là ce qui est assez important, c'est pas parce que vous vous êtes vu refuser l'accès au droit commun une fois que c'est un refus définitif. Voilà, il faudra là aussi revoir avec la HAS comment bien calibrer les protocoles d'évaluation. Donc là, je vous ai remis un peu les tarifs de la télésurveillance qui sont connus, qui sont publics. Ce sont, peut-être juste pour préciser, donc ce sont des forfaits mensuels qui sont facturables de manière cumulée dans une limite maximale de 6 mois. Et ils sont donc dégressifs en fonction de la file active. Et donc sur la LATM comme sur la LPP, peut-être que vous connaissez déjà ces termes, mais vous pouvez être soit inscrit en ligne générique si jamais il y a une ligne générique dans une indication qui a été ouverte, et cas échéant, votre forfait auquel vous pouvez prétendre, c'est uniquement celui avec impact organisationnel, soit vous vous inscrivez en nom de marque, et là, en fonction des preuves que vous apportez, donc notamment sur la partie impact clinique, vous pouvez émarger à d'autres forfaits. Voilà, donc là, c'est juste une petite slide récapitulative des différentes modalités de prise en charge, donc dérogatoire et dans le droit commun. La prise en charge transitoire que vous voyez ici, c'est la même chose que la PECAM, mais c'est aussi pour des DM qui prennent en compte la compensation du handicap. Puisque donc dans la PECAM, vous avez uniquement les DM à visée thérapeutique ou de télésurveillance.
Et donc sur la prise en charge transitoire, si vous avez des DM de compensation de handicap, là vous pouvez demander cette prise en charge dérogatoire. C'est selon les mêmes principes que ceux qu'on a vus dans la PECAN. Peut-être un petit point sur les règles de facturation à l'assurance maladie. Parfois ça fait un peu peur, parfois on trouve que c'est très complexe, donc j'espère que je vais réussir à rendre ça un peu plus intelligible. Donc ce sont les mêmes règles de facturation pour la PECAN, pour la prise en charge transitoire et pour le droit commun. Donc en fait, une fois que vous avez votre arrêté d'inscription à une prise en charge quelle qu'elle soit, l'assurance maladie a 13 jours pour générer un code LPP. Et ensuite, ce code fait l'objet d'une publication par arrêté. Et donc en fait, si vous n'avez pas ce code, vous ne pouvez pas facturer. Donc c'est vraiment le prérequis fondamental. Et pendant ce temps, ce qu'il faut faire, c'est conventionner avec votre CPAM de rattachement, donc en l'occurrence en Ile-de-France, c'est la CRAMIF, pour que vous puissiez être identifié auprès de l'assurance maladie. Et donc la CPAM ou la CRAMIF, cas échéant, vous délivre un numéro AM. Ensuite, il faut faire la demande des cartes. Donc CDE, c'est carte de directeur d'établissement, et CPE, c'est carte de personnel d'établissement. Ça, c'est les cartes qui servent pour pouvoir facturer. Et donc là, vous êtes enregistré au FNPS. Tout ceci se fait aussi auprès de la CRAMIF. Donc quand vous avez activé la demande de numéro AM, les enregistrements se font. Et les demandes de CPE, CDE, ensuite, elles sont instruites par l'ANS qui itère avec votre CPAM de rattachement. Donc ça, c'est vraiment pour la partie identification des industriels auprès de l'assurance maladie. Pour rentrer dans le vif du sujet de la facturation, donc là, vous avez besoin de soit vous le développer en interne, soit vous conventionnez pour avoir un logiciel de facturation. L'idéal, c'est qu'il intègre donc l'avenant 18 Télésanté au cahier des charges Sésame Vital, puisque ça permet de facturer sans la carte vitale du patient, ce qui, je suppose, sera dans la majeure partie, dans le plus grand des cas, votre situation. Et en fait, cet avenant-là aussi, il a un intérêt qui est que en fait, les feuilles de soins électroniques, elles sont envoyées directement sur un espèce de logiciel frontal de l'assurance maladie qui, elle, ensuite les redispatche en fonction des CPAM de rattachement des patients. Si vous n'avez pas cet avenant-là intégré dans votre logiciel de facture, ça veut dire que ce sera à vous d'envoyer à chaque CPAM pour chaque patient. Donc c'est aussi une manière pour vous d'avoir votre processus de facturation facilité. Et ensuite, donc, vous avez les flux Sésame Vital où là, évidemment, il faut quand même la prescription. Et donc, vous avez tout ce qui est le développement SCORE qui vous permet en fait d'envoyer la prescription de manière numérisée. Et là, vous êtes en règle et vous pouvez facturer et ça tourne, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que, encore une fois, ces slides vont rester à votre disposition. Sur ces parties-là, un peu plus assurance maladie technique, n'hésitez pas évidemment à nous solliciter pour qu'on puisse répondre à vos questions ou vous accompagner. Et voilà, là c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait quand vous recevez un code LPP. Sachant que la LPP et la LATM, c'est la même chose. Enfin, encore une fois, toutes ces règles sont communes à tout le remboursement des dispositifs médicaux numériques et pas numériques. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop longue et évidemment, on prend des questions si vous en avez. Oui. Est-ce que vous voulez... Merci pour la présentation. Une question au niveau du forfait innovation. Il couvre quel type de coût ? Le forfait innovation couvre quel type de coût ? Il peut couvrir les coûts pour l'obtention du marquage CE, mais aussi pour les dernières études cliniques. Donc en fait, ça sert aux deux. C'est vraiment complémentaire avec le guichet réglementaire de la stratégie en fait. Enfin, il faut vraiment les voir comme deux guichets en miroir. Voilà. Et par contre, ça c'est vraiment instruit uniquement au niveau de la HAS. Donc c'est auprès de la HAS qu'il faut se renseigner. Et c'est en amont du marquage CE parce que voilà, c'est souvent un trou dans la raquette qu'on a. On sait que l'obtention du marquage CE, c'est évidemment très coûteux. Donc là, on a aussi des financements pour préparer à cette obtention et à la finalisation des études. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, en télésurveillance, il y a les forfaits majorés qui ont été obtenus pour la cardio,
le diabète. Quel est le process? Vous ne l'avez pas montré pour obtenir des forfaits majorés? Alors, les forfaits majorés, c'est uniquement pour les opérateurs, ce n'est pas pour les industriels. Donc, c'est pour les professionnels de santé parce qu'en fait, l'activité de télésurveillance sur la cardio et le diabète, elle peut être plus complexe que, évidemment, sur de la prothèse cardiaque implantable, par exemple. Donc ça, c'est la HAS qui décide souverainement d'ouvrir des majorations de forfait. Mais dans tous les cas, ces majorations, elles sont uniquement sur le forfait opérateur à destination des professionnels de santé. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là, parce qu'a priori, je pensais que ce n'était pas forcément l'audience aujourd'hui. Mais en gros, vous avez 2 seuils de majoration. Vous avez en gros le premier tarif, il est à 28 €. Le second tarif majoré, il est à 56 et le dernier, il est à 72. 52 et 76 70. Oui, Marthe Cassagno qui est là est notre gardien du temple sur la majoration des tarifs. Donc voilà, vous avez 3 niveaux de tarifs sur le forfait, mais uniquement le forfait opérateur. Et qui fait la demande? Comment ça se passe Là, en fait, c'est le code. En fait, vous avez un code TVB et ensuite vous avez un code majoré. Donc, si c'est le 2e niveau, c'est code TVB 2, et si c'est le 3e niveau, c'est code TVB 2,5. C'est un coefficient qui est appliqué, en fait. Donc, c'est dans la cotation que ça se passe directement. Je ne sais pas s'il y avait... Ah oui, excusez-moi, très important, n'hésitez pas à aller consulter les pages Amélie qui sont de très grande qualité, qui sont rédigées par Marthe Cassagno dont je vous ai parlé, qui est là, et vous aurez vraiment la réponse à toutes vos questions sur la télésurveillance, sur la PECAN, sur tout ce qui est le processus donc, de référencement, d'identification et de facturation à la LPP. Et voilà, encore une fois, vous avez aussi le site Genius. Et si jamais vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions sur ces 2 sites, n'hésitez pas à nous contacter. On est là aussi pour vous accompagner, vous aiguiller voilà, dans cet environnement qu'on sait un peu complexe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Bonjour, j'ai une question. Oui, j'ai déjà le micro. Est-ce que vous réfléchissez à également un forfait de rémunération, une formule de rémunération pour les professionnels de santé pour l'aide à la prescription des thérapies numériques à visée thérapeutique? Alors non, a priori, il n'y a pas de forfait prévu dans le cadre des thérapies digitales, parce que c'est vraiment conçu comme un médicament, entre guillemets. Donc, il n'y a pas d'aide à la prescription quand il y a des prescriptions médicamenteuses. Donc, la thérapie digitale, c'est vraiment vu comme un dispositif numérique beaucoup plus autonome que la télésurveillance, qui là suppose un vrai engagement de la part du professionnel de santé qui télésurveille. En élément complémentaire, les Allemands ont essayé en fait d'avoir des incentives dessus et le résultat n'est pas probant. Donc on n'a pas transposé le schéma en France parce que ça n'a absolument pas aidé les prescriptions. Déjà, le fait qu'il existe cette PECAN et que maintenant ça puisse être évalué, ça veut dire qu'il y a quand même de la confiance qui est créée vis-à-vis du niveau de preuve scientifique, d'intérêt thérapeutique et médico-économique, même si ça c'est un peu moins la partie professionnelle de santé. Donc en fait, juste le fait que ces voies de remboursement existent, ça doit normalement inciter à la prescription. Et ensuite, nous, côté assurance maladie, on va mobiliser aussi notre réseau de DNS pour faire connaître ces thérapies digitales. Et encore une fois, il n'y aura pas d'incitation financière à prescrire. Mais par contre, nous, c'est notre rôle de vraiment rendre ces dispositifs connus et d'expliquer leur intérêt thérapeutique dans le cadre du parcours de soins et du suivi des patients. Bon, écoutez, merci beaucoup de votre attention et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui émergent après cet atelier. Bonne fin de journée à tous et bon Made in Tech.